il faut comprendre qu'il y a toujours eu une guerre, il y a toujours eu une guerre radicale des USA contre l'Europe et une guerre essentielle des USA contre la France. Ça fait des années et des années que dans la trajectoire historique des groupes communistes radicaux qui ont positionné le devenir de la géopolitique du capital, j'appelle les gens qui nous écoutent à comprendre, à creuser le traité de Rapallo. J'en ai longuement parlé dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. On en a reparlé dans le véridique rapport. Le traité de Rapallo, c'est un moment emblématique de toutes les contradictions historiques du devenir de la géopolitique du capital, parce que ça positionne justement la problématique de la maîtrise impériale du monde. En 1815, lorsque Napoléon a perdu à Waterloo, c'est pas simplement Napoléon qui a perdu à Waterloo, c'est le continent européen qui a perdu face à la City. Et c'est par rapport à cette défaite face à la City, c'est tout un asservissement du continent qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, puisque à partir du moment où la France perd en 1815, la France est assujettie à la City. C'est cette relation d'entente cordiale entre la France et l'Angleterre qui fait que la France va ne plus faire que les guerres dans l'Angleterre. Le prince impérial, le fils de Napoléon III, mourra sous l'uniforme anglais dans les guerres contre les Zoulous. C'est pas simplement une tragédie esthétique, c'est pas simplement une tragédie individuelle, c'est l'inversion, c'est la pathologie destructrice d'une véritable filiation historique. Napoléon Ier est mort à Sainte-Hélène, empoisonné par les Anglais, et le fils de Napoléon III, après la défaite de Sedan, après l'écrasement de la France par la Prusse, alors même que la France avait tout intérêt à s'allier à la Prusse, la France a fait la guerre à la Prusse parce que, esclavagisée par l'Angleterre financière après les guerres de Crimée, l'Empire anglais avait absorbé la France jusqu'à n'en plus en faire qu'une province. Et donc, le fils de Napoléon III meurt sous l'uniforme anglais, alors que Napoléon Ier est mort à Sainte-Hélène, empoisonné, esclavagisé, cadenassé par les Anglais. Donc, on a quelque part un ripé historique, on a un ripé esthétique, on a un ripé ontologique. À partir de 1815, la France ne fait plus que la politique qui tue la France. Et à partir de là, il faut comprendre ce que dit Marx sur l'Amérique. L'Amérique n'a pas de passé. Le prolétariat européen est le fils de la paysannerie tumultueuse, des contradictions sociales insurrectionnelles de la paysannerie européenne. Qu'est-ce qu'un Américain ? C'est un migrant qui arrive sur une terre dont on déporte et dont on massacre les Indiens. Quand j'arrive à New York, je suis immigré italien, je suis immigré irlandais, je suis immigré allemand, et j'arrive dans un camp de concentration de la démocratie totalitaire de la valeur d'échange. On a exterminé les Indiens, on construit une nouvelle société, et cette nouvelle société, elle n'a pour soubassement que l'adoration monothéiste du marché, de la valeur d'échange de la nation américaine. Elle n'a pas de Philippe le Bel, elle n'a pas de Philippe II d'Espagne, elle n'a pas de royaume de Naples, elle n'a pas d'empire de Habsbourg, elle n'a aucune histoire aliénatoire préalable, elle n'a donc aucune histoire de radicalité paysanne contre l'histoire aliénatoire préalable, elle est toute nue. Elle arrive sur un sol nu
dont on a exterminé les Indiens, parce que le judéo-protestantisme américain a exterminé les Indiens, contrairement au colonialisme archaïque catholique qui intervient en Amérique du Nord québécoise ou en Amérique du Sud mexicaine. En Amérique du Nord québécoise, il y a encore des Abénakis. En Amérique du Sud mexicaine, il y a encore de notables populations amérindiennes. De New York jusqu'à San Francisco, en passant par l'Arkansas, le Nevada, le Dakota, l'Arizona, le grand nettoyage capitaliste démocratique a fonctionné, il n'y a plus personne. Donc, la différence entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, c'est que dans l'Ancien Monde qui va faire la Commune de Paris, j'ai une ancestralité communeuse paysanne, ouvrière, qui fait lien, qui fait transmission, qui fait sédition, qui fait esthétique, qui fait cuisine, qui fait érotisme, qui fait histoire. Les États-Unis, c'est le néant absolu du fétichisme de la marchandise. J'ai des luttes radicales dans les années 1900, 1910, 1920 aux États-Unis, avec en particulier un mouvement qui s'appelle les IWW, les Industrial Workers of the World, et qui est sur une position de lutte de classe radicale. Mais j'ai qui dans les IWW? J'ai des migrants italiens, j'ai des migrants irlandais, j'ai des migrants allemands, j'ai des migrants qui apportent un contenu subversif européen. Mais très vite, dans le grand melting pot américain, cette subversion radicale qui vient d'Europe, elle disparaît. Et j'ai aux États-Unis une grande structure syndicale de la capitalisation moderniste qui s'appelle l'AFL-CIO. Dans les IWW, il y a de la radicalité. Dans l'AFL-CIO, il n'y a aucune radicalité. C'est la compromission réformiste à l'ordre américain moderniste. Qu'est-ce qui se passe, nous dit Marx? Qu'est-ce qui se passe, nous dit Rosa Luxembourg? J'ai des continents immobiles archaïques. L'Afrique est un continent immobile archaïque. Il n'y aura jamais de révolution sociale radicale contre l'argent et l'État en Afrique, qu'elle soit noire ou maghrébine. Il n'y aura jamais de révolution radicale anti-étatique et anti-argent en Orient, en Chine ou en Inde. Ce sont des temporalités immobiles. Mais l'ordre américain de la modernité yankee est une temporalité immobile. C'est celle du monothéisme de la marchandise dans sa forme moderniste la plus suprême. Et quand mon ouvrier révolutionnaire de Hambourg débarque à New York, il va dans les IWW. Je ne sais pas ce que fait son fils. Mais si son petit-fils, dans une lutte sociale, se retrouve quelque part, il est à l'AFL-CIO. Il a cessé d'être un insubordonné européen, il est devenu un soumis du continent immobile de la marchandise américaine. Le temps révolutionnaire, Sacco et Vanzetti, les IWW, les luttes radicales explosives de Chicago dans l'automobile, c'est le temps premier des migrations premières avec des ouvriers européens qui arrivent avec un continent de subversion critique. Mais mon italien ou mon allemand, au bout d'une génération, de 2 générations, de 3 générations, il n'est plus dans le continent insurrectionnel européen de Hambourg ou de Naples. Il est devenu un bon Américain. Il a été intégré dans le despotisme mental de l'écosystème de la démocratie américaine du temps immobile. Le temps immobile, ce n'est pas simplement l'Afrique ou l'Asie. Le temps immobile, c'est le temps où la pré-marchandise de l'Orient ou de l'Afrique a enfermé les gens dans une contestation qui ne peut jamais déboucher contre l'État ou contre l'argent. Mais il y a un despotisme immobile qui est encore plus immobile que tous les autres et qui en est la synthèse. C'est l'ordre américain qui fait qu'un Italien ou un Allemand insurrectionnel, de génération en génération, devient un bon Yankee servile. Donc,
il y a une haine consciente ou inconsciente de l'ordre américain sur l'ordre européen. L'Amérique s'est fondée dans une détestation radicale de l'ancien monde. Déjà, l'anglo-saxonisme anglais, vétérotestamentaire, de la révolution cromwellienne, était une détestation radicale des insurrections paysannes européennes continentales. Mais quand la révolution capitaliste d'Angleterre est passée au Nouveau Monde, elle a construit un substrat de hors-sol totalement pathologique. Quand je suis italien, quand je suis allemand, quand je suis français, je suis ce que je suis dans un mélange de révolution et de contre-révolution, de soumission et d'insoumission, d'horizontalité et de verticalité. Il y a du tumulte, parce que l'Europe a toujours été à feu et à sang dans cette dynamique insurrectionnelle. Quand j'arrive aux États-Unis et que je me fais homme ou femme de l'ordre états-unien, je m'intègre dans quelque chose qui tourne la page avec ce tumulte. Et si je suis français, je peux être royaliste ou républicain, je peux être communard ou versaillais, mais ma culture communarde, elle n'a de sens que par rapport à la culture versaillaise que j'inverse et que je retourne. Le tréfonds de la culture européenne, c'est que dans la culture européenne, de cet agencement, et on l'a dit dans notre émission sur l'amour, sur l'éros, sur le logos, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de spécifique en Europe qui fait que même des tréfonds de l'aliénation la plus aliénatoire, il surgit une possibilité de renversement pour produire de l'anti-aliénation. Et c'est là, ce seul lieu mondial, où cette chose a pu être possible, perceptible, vivante et en situation d'être incarnée. Quand je suis aux États-Unis, c'est terminé. En France, je peux dire que ma nation, en réaction ou en communisation, en soumission ou en insurrection, c'est Saint-Louis, c'est Louis XIV, c'est Louis XV, parce que derrière, il y a la fronde, il y a les insurrections paysannes, il y a le surgissement qui annonce la Commune de Paris à travers tous les tumultes insurrectionnels. Si je suis américain, qu'est-ce qui définit ma nation? C'est la raison marchande d'appartenance à la réussite sociale du drapeau américain. Dire que je suis français ou italien, que je suis allemand ou norvégien, que je suis russe ou espagnol, c'est avoir une dichotomie entre la réaction et la révolution qui fait que j'ai toujours la possibilité radicale de faire surgissement dans ce qui est l'insurrection. Si je suis européen, j'ai le choix de l'insurrection parce que même dans toutes les contre-révolutions, il y a la contre-révolution qui fait jaillissement, de surgissement, d'incendie, de jouissance et de radicalité. Si je suis américain, il y a les Indiens qu'on a massacrés, comme la plupart du temps, je suis un Américain inculte, je ne sais même pas qu'il y avait des Indiens, ou je ne sais même pas combien on en a massacré. Donc, quel est mon ordre de représentation à la fois conscient et inconscient? C'est la raison marchande de la réussite sociale. Donc, je suis un con par essence. Un Américain est un con marchand par essence. Il n'a pas de passé. Il n'a pas de passé. Il arrive sur une terre qui a été nettoyée. Et il arrive... Alors, on crée l'entreprise des diligences, l'entreprise du chemin de fer, l'entreprise de la scierie, l'entreprise de l'automobile. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'insurrection. Je suis un abruti statique. Être un Américain, c'est un abruti statique. Quand Marx définit les temporalités immobiles, il parle de l'Afrique, il parle de l'Orient, mais il parle surtout de l'Amérique parce qu'il dit c'est le pire des abrutissements statiques. Donc, quand l'Amérique se crée, elle a une haine féroce contre l'Europe.